Bonsoir à toutes et à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition d'information, émergence du Cameroun en 2035, des économistes préconisent la création du ministère de l'émergence et de la mise à tenue d'un forum national de l'économie. Ils réagissent ainsi après le discours de fin d'année du président de la République. Et comment donc comprendre l'interpellation du président de la République sur l'individualisme qui caractérise les Camerounais. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala est notre invité en deuxième partie de ce journal. Il faut noter que en ce qui concerne la gestion des droits des artistes et musiciens, le bras de fer se poursuit entre Dédié Yango et Amatoutou Mouna. Le prince des montagnes qui a rencontré la ministre des Arts et de la Culture ce jour se considère toujours comme le pré-CA de la SOCAM. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite pour le développement. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information du 2 janvier 2014 par ce mouvement d'humeur que l'on a constaté ce jour à Yaoundé. Ce sont les employés de la société en charge de la collecte des ordures ménagères qui ont donc décidé d'observer un mouvement d'humeur ce jour. Ceux-ci revendiquent de meilleures conditions de travail et le limogeage de certains responsables de cette entreprise. Les précisions avec Élisée Mbogba et Marcelin Gansop. Voici le visage qu'affiche Yaoundé au lendemain de l'inauguration de la nouvelle année. On dirait un champ de ruines. Rien à voir avec la beauté habituelle qui a cédé la place à des immondices d'ordures. Pas un seul pas n'est franchi sans côtoyer la saleté. Certes, c'est la preuve faite, mais pour une capitale politique, ça ne présente pas très bien. La faute au mouvement d'humeur qu'observent les employés de la société Isakam. Ils ont décidé de déposer les balais, de faire bloc à la direction régionale de leur entreprise afin de crier leur colère. On a les aérés de savon, les aérés de lait, on a 18 mois de savon, 18 mois de lait. Le salaire même, on vous dit qu'on a le dernier employé à 126 000. Les 126 000 à Sordou, il y a 8 ans de service, il n'atteint même pas 80 000 francs. Est-ce que c'est normal? Parfois on a les aérés de salaire, 2 mois on n'a pas de salaire. C'est la revendication de 13e mois. Il y a trop de malgestion à Isakam. J'ai 10 ans. Et si je vous montre mon salaire de base, alors que le salaire de base a été publié à 126 000, et j'ai 50 000 francs. Dans leur contestation, ces travailleurs pointent un doigt accusateur sur des personnes précises dont ils réclament le départ. Si nous sommes ici aujourd'hui, parce que c'est déjà trop, le règlement intérieur n'est pas respecté, les articles sont bafoués, Andoudjo est sur nos droits. Et elle est chef du personnel. Quel est donc son rôle dans l'entreprise? Elle est concernée par le directeur général. Il ne nous a pas été possible d'avoir la réaction d'un quelconque responsable au niveau de la direction régionale. Les grévistes qui ont bloqué l'entrée principale de l'entreprise n'entendent pas lâcher prise. Le mouvement d'humeur se poursuit pendant que la ville de Yaoundé est dans un piteux état. Ce n'est pas également la sérénité pour les déclarants en douane ainsi que les importateurs qui disent que leur chiffre d'affaires a connu une chute libre. Ceci est dû à la difficulté que ceux-ci rencontrent dans le cadre du dédouanement de leurs containers au port autonome de Douala. Les précisions avec Jean Djunimpek et Flavien Valondongo. Les 2 derniers mois de l'an 2013 n'ont pas été bénéfiques pour certains usagers du port autonome de Douala. Les déclarants en douane et quelques importateurs estiment que leur chiffre d'affaires a chuté. Ça a tout baissé. Et en plus, il y a aussi ce qu'on dit contrat de performance. Nous, on n'a jamais eu ça depuis que la douane existe. Tous les marchandises ont le mercurial. Tu mercurialises tes marchandises, on vient, on redresse. Les importateurs ont des problèmes. C'est pour ça qu'il y a baisse de chiffres. Selon certaines sources, les travaux d'entretien engagés au quai numéro 14 du port autonome de Douala seraient l'une des principales causes de la lenteur observée au niveau du processus de dédouanement des conteneurs. Des usagers ajoutent également que le trop-plein des taxes à payer constitue un obstacle. À vrai dire, sous une seule conteneur, tu as plus de 4 visites. Scanner, tu passes en scanner. Tu le vends, après scanner, il y a la visite physique au port. On fait la visite physique. Il te poursuit jusqu'au magasin là où tu veux décharger.
Et quand tu es déchargé, on fait encore une autre visite. Tu ne peux pas sortir un conteneur à moins de 2 semaines à cause de toutes ces tracasseries. Rendu au port autonome de Douala, presque toutes les portes sont restées fermées aux reporters. Mais des informations puisées à bonne source font état de ce que les entreprises concernées par ces manquements nient en bloc ces accusations. Seulement, les commerçants s'interrogent sur le manque à gagner du fait du dédouanement tardif de leurs marchandises programmées pour être écoulées en fin d'année 2013. L'année 2014 est sur les rails, mais il faut noter que beaucoup de nos compatriotes ont été contraints à passer le premier jour de l'an sur un lit d'hôpital. Tel est le cas des membres de la chorale Mai de Douala et d'autres personnes qui ont été victimes d'un accident de la circulation. Les précisions avec Aïxiline. Début d'année difficile pour les membres de la chorale Mai de Douala. Victimes d'un accident de la circulation au petit matin du jour de l'an, 5 d'entre eux ont été admis en soins intensifs à l'hôpital protestant de Bonabéry. Arrivé à Bonabéry, tout près de l'hôpital qui est à côté de Bonabéry, c'est là où un monsieur est venu cogner notre car. C'est là alors où l'accident est venu. Le monsieur est venu. Alors, nous autres, on était d'ici, dedans, on ne sait pas ce qui s'est passé devant. De retour de Ndikinimeki, dans le centre, où ils ont pris part à la retraite spirituelle annuelle de la chorale Mai, c'est, ironie du sort, devant l'hôpital même qu'ils ont été victimes d'un accident de la circulation. D'après les médecins, leur vie ne serait pas en danger, même si, au moment où nous quittions l'hôpital, l'une des victimes subissait une opération chirurgicale dans le bloc opératoire. Toujours à l'hôpital protestant de Bonabéry, la salle de réanimation accueille d'autres patients. Cette fois, des mauvais fêtards de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. On partait fêtard des dos, je sais pas. Et puis c'est là où c'est arrivé. Bon. C'était le soir aux environs de 19h30. Bon, arrivé au niveau du rail, le camion nous a arrêté, un petit cargo en fait. Ça nous a arrêté. Il a eu un choc, il est au coma actuellement. Et moi, ça m'a juste projeté, ça m'a lancé de l'autre côté. Habitué de ce genre de situation, l'hôpital protestant de Bonabéry s'était préparé à réagir efficacement en cas de débordement à l'occasion des fêtes de fin d'année. La direction a mis sur place un dispositif spécial. Ils ont renforcé l'équipe d'urgence pour prendre en charge un éventuel débordement. Donc il y a eu une équipe mixte qui est venue renforcer l'équipe qui était de garde, médecin chef en tête. Et il y a eu plus de 25 cas enregistrés. Il y a 6 cas hospitalisés. Donc, il y a eu des cas de blessures légères, on a géré. La situation était sous contrôle. Autre lieu, pratiquement le même décor, hôpital de district de Bonassama. Le service des urgences signale environ 12 cas enregistrés pendant les fêtes de fin d'année. Pour la plupart, ce sont des victimes d'accidents de moto-taxi et de mauvaise alimentation. Nous avons reçu 2 cas d'intoxication alimentaire. Nous avons reçu une dizaine de cas d'accidents de moto. Malheureusement, avec un cas de décès, nous avons enregistré un décès, mais un décès sur le site de l'accident parce que le mototaximan conduisait en état d'ébriété. 2 cas sont préoccupants à l'hôpital de district de Bonassama. Celui de ce taximan dont la cliente qu'il transportait serait décédée et celui de ce jeune homme qui aurait reçu de l'eau chaude au corps à la suite d'une dispute avec sa petite amie. Toutes choses qui l'ont privé du réveillon de la Saint-Sylvestre. Le Cameroun sera-t-il émergent en 2035? Le président de la République, Paul Biya, lui-même fait déjà allusion lors de son discours de fin d'année. Eh bien, des économistes préconisent quelques voies d'issue telles que la création des ministères de l'émergence, la tenue d'un forum national de l'économie et l'adoption d'une loi de propagation économique. Voilà quelques issues qui pourront permettre à notre pays d'être émergent en 2035. Je vous propose de suivre ces réactions dans ce reportage de Jean-Paul Chuniat et Dallas Tiana. Sur l'objectif Au volet économique de son discours, Paul Biya fait le diagnostic du mal qui freine l'évolution du taux de croissance et partant le développement du Cameroun.
Les économistes sont d'avis que le manque de cohérence et de lisibilité, les délais de prise de décision sont entre autres des goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des projets. Une sorte de réponse aux préoccupations de Paul Biya dans son discours à la nation le 31 décembre 2013. Le décalage, c'est parce que les réalisations n'ont pas été faites. Aucune des 10 régions n'a pu atteindre 50% d'exécution du budget d'investissement public. Pour un pays en voie de développement, pour un pays qui est sur le chemin de l'émergence, c'est quasiment incroyable. Pour la Camerounaise des petites et moyennes entreprises, l'heure n'est plus au constat, mais à l'application des solutions urgentes et efficaces si le Cameroun veut être émergent en 2035. Ce groupement patronal préconise la création d'un ministère de l'émergence, la tenue des assises nationales de l'économie. Il faudra mettre sur pied une loi de programmation économique pour que les 21 années qui nous séparent de l'échéance de 2035, on puisse séquencer le travail du gouvernement, de telle sorte que tous les 7 ans à peu près, on puisse faire le point sur le chemin de l'émergence. Car nous ne l'oublions pas, le président de la République lui-même l'a déjà demandé à plusieurs reprises. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Dans un pays où le tissu économique est constitué à 99% de PME sur les 105 000 entreprises que compte le Cameroun, la promotion de l'investissement privé appuierait le Cameroun dans sa marche vers l'émergence tant souhaitée. Tous les pays qui sont sur la voie de l'émergence ou qui y sont déjà, le Brésil, la Turquie, la Chine, l'Inde, etc., sont partis de quelque chose de fondamental. Le développement du secteur privé, la promotion de l'initiative privée. C'est le privé qui développe un pays. L'État n'est que le régulateur, l'État n'est que là pour fixer le cap et le cadre. En plus de toutes ces réformes, soutiennent les économistes, l'utilisation adéquate des ressources humaines qualifiées est aussi un atout incontournable pour accompagner cette émergence d'ici 2035. Pour rester collé sur cette actualité concernant le discours de fin d'année, notons qu'un universitaire et politologue réagit sur l'individualisme des Camerounais qu'a évoqué par Paul Biya. Le docteur Eric Mathias Onangini soutient qu'il est temps pour les Camerounais de penser à l'intérêt de tous et non à l'intérêt personnel. Il réagit au micro de Joël Sengue et Marcelin Gasson. À en croire le président de la République, le Cameroun serait peuplé d'individualistes. Sauf que pour le docteur Eri Mathias Onangini, Paul Biya aurait dû plutôt parler d'égoïsme. L'individualisme n'étant pas forcément une mauvaise chose. Nous pourrions mener un débat philosophique avec le président de la République pour savoir si individualisme et égoïsme sont la même chose. Ça dépend de la perspective dans laquelle on se place. Si vous vous placez dans la perspective de la philosophie morale ou politique libérale, l'individualisme n'est pas une mauvaise chose, mais il devrait être dissocié de l'égoïsme. Un philosophe comme Karl Popper considère que l'individualisme n'est pas de l'égoïsme et qu'il peut y avoir de l'égoïsme, par exemple, dans des sociétés qui ne sont pas individualistes, qui sont communautaristes. Donc je crois que le débat essentiel, c'est plutôt l'égoïsme plutôt que l'individualisme proprement dit. Dans son adresse à la nation, Paul Biya a également constaté, pour le déplorer, que le sens de l'intérêt général a foutu le camp dans le comportement de certains de ses compatriotes. Une attitude négative qui amène le président de la République à lancer un appel au recadrage des mentalités et à un sursaut patriotique. C'est une vue que le président présente et peut-être dans le souci d'attirer l'attention des Camerounais sur la nécessité de cultiver l'intérêt général, parce que cet intérêt général est essentiel au lien qu'est la République. Ce qu'on pourrait juste dire, c'est que cela concerne aussi bien les citoyens que ceux qui les représentent. Nous, les citoyens du Cameroun, autant que ceux que nous nous représentons, nous devons défendre l'intérêt général et à tous les niveaux. Le Cameroun est devenu une vache à lait que certains ne se font pas prier pour sucer jusqu'à épuisement. C'est à ces Camerounais qui ne pensent qu'à eux que le président de la République appelle à un changement radical de comportement. Alors, je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec notre invité. Il s'agit du doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, avec qui nous allons revenir sur ce discours du président de la République le 31 décembre dernier. Cette note à la suite de cette édition d'information, gestion des droits des artistes et musiciens. Ndédié Yango se considère toujours comme le président du conseil d'administration de la société civile camerounaise de l'art musical, malgré l'invalidation de son élection par la ministre des Arts et de la Culture. Il faut noter que Ndédié Yango et Amatoutou Mouna ont eu un tête-à-tête ce jour à Yaoundé. Nous y reviendrons avec plus de précision au cours de nos prochaines éditions.
La vie comme elle va dans nos municipalités et on s'intéresse à ce qui est considéré aujourd'hui comme grandeurs et misères de la ville de Baham. Le chef-lieu du département des Hauts-Plateaux est victime d'une insalubrité qui est décriée par les populations, comme l'indique ce reportage de Jérôme Narcisse Obzé. Le chef du département des Hauts-Plateaux, à savoir Baham, est un passage obligé pour les nombreux voyageurs qui effectuent au quotidien l'axe Bafoussam-Douala. La grandeur d'un département comme les Hauts-Plateaux, dans la région de l'Ouest Cameroun, suscite pour ses voisins de l'admiration et même parfois de la jalousie. Mais aller en profondeur, cette grandeur n'est souvent que superficielle, c'est au regard de l'insalubrité qui a fait son nid dans cette ville. Vraiment désolé parce que tous les jours on se plaint. Regardez vous-même comment est l'état de l'entrée d'une ville comme Baham, chef-lieu d'un département. On se plaint tous les jours à la commune de ramasser. Il y a des fois on fait, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas ramassé les poubelles. Oui, ça nous met mal à l'aise, ça met toute la population mal à l'aise. Baham reflète aujourd'hui un manque de cohésion, de solidarité et même d'amour pour le village. Un tour dans le chef du département des Hauts-Plateaux nous montre le spectacle désolant de la stagnation, sinon de la régression. À quoi donc est due cette situation? La question mérite bien qu'on s'y attarde. Si le département brille par son activisme sur le plan politique, force est de constater que les fruits sont souvent bien maigres à grande échelle. D'où ce cri de cœur d'un habitant rencontré dans les rues de Baham. Dorable qu'un chef-lieu de département comme Baham soit aussi sale comme vous le trouvez. On se plaint tous les jours, il n'y a pas de réaction. On ne sait pas. Mais quand c'est à l'approche des élections, on nous promet ciel et terre, la vie reste sale. Il reste donc clair que si la mobilisation des périodes électorales était la même pour les codes de développement, le département des Hauts-Plateaux serait de loin le premier dans la région de l'Ouest. Restons dans la région de l'Ouest Cameroun avec le préfet du département de la Ménois qui instruit le nouvel exécutif communal de la ville de Tchang à mettre un terme au manque de série ainsi que l'indiscipline qui caractérise les conseillers municipaux de cette commune. C'était lors de la première session du conseil municipal. Les précisions avec Leclerc Takem et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le nouvel exécutif communal de la ville de Tchang tient son tout premier conseil municipal. Joseph Bertrand Machi, le préfet du département de la Ménois, présent aux travaux, ne loupe pas l'occasion de faire des mises en garde. Pour lui, la gestion de cette commune, les années précédentes, n'a pas été un exemple. La commune engrange une masse salariale étouffante, mais en termes de rendu, vous avez des collaborateurs à un conseil municipal qui prennent en otage les informations. Le nouveau maire de la commune d'arrondissement de Tchang doit donc mettre un terme aux différents manquements observés et assurer une gestion financière plus rigoureuse. Je vous recommande, monsieur le maire, d'en tirer toutes les conséquences. Parce qu'à mon niveau, j'en tirerai. Ce n'est pas normal. Je dis, ce n'est pas du tout normal. Quand on sait par ailleurs ce que vous engrangez comme indemnité et indemnité, parce qu'il faut nous permettre de créer ce mot, dans ce qui n'est pas pertinent dans la caisse de la commune. Les populations de Tchang souhaitent également voir leur ville devenir un modèle de développement au Cameroun. La ville de Tchang a des problèmes de route. La ville de Tchang a des problèmes d'eau potable, l'éclairage public. Le maire Baudelaire Donfac affirme qu'il a pris des mesures qui vont permettre au nouvel exécutif communal de répondre à toutes ces attentes. Nous allons mettre en place des mécanismes de contrôle et d'évaluation pour évaluer non seulement les services, et évaluer les personnels. Il ne reste plus qu'à attendre de juger le maçon au pied du mur. Les nouvelles au-delà de nos frontières nous conduisent tout d'abord en République centrafricaine où des violences continuent sur le terrain alors que des inquiétudes augmentent sur la sécurité des milliers de déplacés. Ceux-ci font face à des commerçants peu scrupuleux qui sont prêts à faire des profits illicites sur le matériel et la nourriture de secours. Les précisions avec les confrères de CCTV. Avec tant de personnes déplacées et aucun encadrement officiel, les civils sont de plus en plus vulnérables face aux groupes armés. La sécurité de beaucoup dépend entièrement des milices, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Moi, je vois ça. Si nous voulons commencer à distribuer la nourriture, des jeunes hommes viennent avec des machettes attaquer les femmes âgées pour voler ce que les ONG ont donné. Ce n'est pas bien.
tu sais qu'on a fait des guerres ici. Plus de 710 000 personnes ont été déplacées depuis le début de la crise, il y a un an. Parmi elles, 214 000 déplacés au sein de la capitale Bangui. De nombreux chrétiens ont trouvé refuge dans des écoles, des églises et dans l'aéroport. Les 35 000 déplacés musulmans vivent principalement dans d'autres familles qui les accueillent. Plus de 40 000 personnes déplacées ont trouvé refuge dans l'aéroport international de Mpolo, qui est devenu une place de commerce. Les Nations Unies et autres donateurs distribuent des tentes, des couvertures, des sacs de couchage et d'autres matériels de secours afin de soulager la souffrance des personnes déplacées. Selon les commerçants, leur sécurité n'est pas garantie à Bangui par l'intervention militaire étrangère. Nous étions commerçants, mais avec ces événements, nous avons transporté nos biens pour les vendre ici, pour pouvoir trouver un peu de nourriture. Il n'y a pas d'argent, pas d'aide. Les dirigeants locaux se disent optimistes quant à un désarmement dans les zones de conflit afin que les déplacés puissent rentrer chez eux. Parlons à présent de ce conflit armé au Sud-Soudan où les enfants figurent parmi les victimes les plus vulnérables. C'est-à-dire dans ce pays, ceux qui parviennent à échapper à ce conflit doivent désormais faire face aux maladies. Retrouvons une fois de plus pour les détails les confrères de CCTV. Rahan, âgé d'à peine 3 mois, a la diarrhée, de la fièvre et de la toux. Elisabeth, sa mère, tout juste âgée de 15 ans, s'est mariée 2 ans plus tôt après le décès de sa mère. Il n'était pas malade comme ça à la maison. J'ai peur qu'il ne se rétablisse pas. Ces craintes sont justifiées. La plupart des patients arrivant dans cette clinique mobile établie par Médecins sans frontières ont une diarrhée sévère. La diarrhée peut tuer un enfant vraiment rapidement si la déshydratation est très sévère et si nous ne pouvons pas le traiter tout de suite. C'est dangereux. C'est l'une des premières causes de mortalité au monde. Et c'est la même chose pour la malaria. Des tentes et des couvertures servent de protection contre le soleil pour les personnes trop faibles pour bouger. Les adultes sont allongés en attendant de voir les médecins. La plupart d'entre eux ont aussi la diarrhée. Les conditions sont catastrophiques dans ce camp, alors même qu'elles sont meilleures que dans la plupart des autres camps. L'eau potable est en quantité limitée, malgré les citernes, qui permettent à peine de boire et de se laver. La densité de population dans ce camp sera 10 fois plus élevée qu'à Mumbai, l'une des villes les plus denses du monde, et avec la mauvaise hygiène, cela en fait un parfait creuset pour toutes les maladies. Si nous avons une épidémie de maladies contagieuses, nous ne serons pas prêts à y répondre, en particulier au choléra ou à la rougeole. Les immunisations sont en cours contre la polio ou la rougeole. Mais le principal danger est les enfants qui ne sont pas arrivés aux bases de l'ONU, qui n'ont pas accès aux soins et qui ont fui sans eau, nourriture ou médicaments. De nombreuses vies innocentes devraient donc encore disparaître du fait du conflit. Parlons à présent au bas de la première partie de ce journal du mini-tournoi Elessa à PK9. Nous sommes là dans la ville de Douala. La tradition a une fois de plus été respectée. Cette année, la finale de ce tournoi a donc vu la victoire de l'équipe Poussa à 4 buts contre 2 face aux maçons de PK9. Reportage. Ambiance de fête autour d'un match de football à PK9 dans la ville de Douala. Il s'agit du mini-tournoi général Elessa, organisé chaque année au mois de décembre. Pour la finale, l'équipe c'est Poussard face à celle des maçons de PK9. Sur le terrain, l'on joue pour remporter ce magnifique trophée. Devant le public venu vivre cette fête de football, les joueurs démontrent leur talent. Mais au-delà de la fête, il est question d'amener les jeunes à participer au développement de leur quartier. Donc simplement que la jeunesse de PK9, à travers cette initiative, est une jeunesse très active. Et chaque décembre comme ça, nous participons d'une manière très grandiose au développement socio-culturel de PK9. Et à travers cette action, ça veut dire c'est midi championnat, nous avons tenu à célébrer le mois de décembre, les fêtes de fin d'année. À l'issue des 90 minutes, c'est Poussard s'impose sur le score de 4 buts à 2. L'équipe peut récupérer son trophée. Le sentiment est très immense. Et nous remercions le général Elessa d'avoir vraiment eu cette initiative de pouvoir regrouper les jeunes
du quartier. Pour les joueurs des Maçons de PK9, l'équipe vaincue, le plus important était d'y participer. Je ne regrette pas d'avoir perdu le match parce que on a commencé dans de bonnes conditions. D'abord, ce sont nos grands frères qui sont talentueux et il y a les grands footballeurs parmi eux. Bon, prochainement, nous allons faire mieux que ça. C'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui étaient présents à cette belle fête. Nous remercions particulièrement Mokanjo, M. Sombana qui a été là. Nous remercions tous les anciens gloires. Le rendez-vous est pris pour le mois de décembre 2014. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants seulement et nous allons revenir sur le discours du président de la République à la nation. C'était le 31 décembre dernier. A tout de suite. Bon, pour revenir donc sur le discours du président de la République le 31 décembre dernier à la nation camerounaise, nous avons un universitaire comme invité, le professeur Léopold Donfak. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le doyen à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Effectivement. Alors, vous qui avez donc suivi le président de la République, Paul Biya, qu'avez-vous retenu de ces discours? Permettez-moi tout d'abord de profiter de cette antenne pour adresser mes vœux les meilleurs pour 2014 à vos téléspectateurs. S'agissant de ce discours, j'en ai retenu que pour la première fois, enfin depuis un certain temps, il a été question d'un discours sincère, d'un discours vérité, qui tranche avec les habitudes, les conventions, et surtout un discours d'interpellation forte quant aux enjeux qui sont celles de la nation camerounaise pour les années à venir. Alors, vous faisiez tout à l'heure allusion à l'interpellation. On a quand même noté plusieurs, on en a noté plusieurs, mais je voudrais qu'on s'arrête tout d'abord à celle parlant de l'individualisme des Camerounais. Le président de la République l'a reconnu. Pour vous, qu'est-ce que cela traduit? Nous pensons que le président met le doigt sur le ventre mou du dispositif à la fois institutionnel, politique, administratif camerounais qui compromet l'efficacité d'un ensemble de politiques publiques menées en convergence vers l'objectif d'émergence horizon 2035. Et là, c'est le facteur humain. Le facteur humain dans un système de gestion axé sur les résultats. Et l'individualisme qu'il stigmatise doit être compris non pas dans son sens moral et philosophique, je fais référence à la politique philosophique libérale, mais dans son sens d'égocentrisme, des comportements des individus qui pensent davantage à leur nombril plutôt qu'à l'État. Ce que l'on appelle dans le jargon de la Banque mondiale, l'État, le développement de l'État agenda privé, au détriment de l'intérêt général, du bien public, du service public. Alors, est-ce que vous pensez que, tel que le président l'a perçu, est-ce qu'il a véritablement perçu ce qui cause, on peut parler entre autres de lenteur administrative, est-ce que ça peut être l'un des réels facteurs de lenteur administrative que l'on décrit le plus souvent dans ces institutions au Cameroun? La lenteur administrative serait essentiellement réductrice. Parce qu'on connaît des administrations où, dès lors que l'agent est motivé, comme on dit au quartier, le service est rendu avec beaucoup de célérité. Mais le problème est le suivant, c'est que l'agent public est un serviteur, qu'il s'agisse d'un ministre, qu'il s'agisse d'un haut fonctionnaire, qu'il s'agisse du petit agent. Il est là pour le service public et non pour agir parce qu'il a reçu motivation. Il faut le lire en corrélation avec le phénomène de corruption qui gangrène la société. Et finalement, dans un contexte de gestion axée sur les résultats, beaucoup de programmes, beaucoup de projets ne sont pas mis en route parce que des agents n'y voient pas leur intérêt immédiat. On préfère laisser tomber, laisser compromettre des choses qui peuvent servir à l'ensemble parce qu'on n'y a pas trouvé un intérêt immédiat. Si, dans le cadre du projet, on ne peut pas loger un emploi pour son petit frère, pour son cousin, si on ne peut pas, sur un marché, obtenir une rétribution de commission, on préfère laisser tomber et, conséquence, les crédits ne sont pas consommés, les projets vont à volo et le développement en est compromis. Je pense que c'est ce facteur-là que le président a voulu mettre en évidence. Comment faire en sorte que l'administration publique qu'il l'a stigmatisé soit une administration de facilitation, d'accompagnement des projets, des programmes,
plutôt qu'une administration de contrainte, une administration de répression qui, on le voit très bien dans la société camerounaise, vous avez des fonctionnaires qui sont très riches, pendant que l'État est pauvre. Alors, mais là, c'est un paradoxe. Cela, justement, nous amène à nous préoccuper, professeur Léopold Donfac. Ce discours du président de la République, en faisant ces remarques, est-ce qu'on ne peut pas considérer cela comme un aveu d'échec du gouvernement que lui-même a mis en place? Un aveu d'échec, je pense que ce serait aller vite en besogne. Le président a fait une analyse séquentielle. Il a parlé de politique, l'année politique, qui est une année globalement satisfaisante. Il a parlé d'un certain nombre de projets qui ont été menés à terme dans certains secteurs sensibles, mais il a stigmatisé le ventre mou, là où ça fait mal, dans le but d'améliorer la chose. Et bien évidemment, on peut comprendre que cette interpellation, en un moment politiquement sensible, où on serait dans l'attente d'un nouveau gouvernement, puisse déboucher sur des conséquences évidentes qui correspondraient avec des attentes cadrant avec le discours du chef de l'État, c'est-à-dire la mise en place d'un gouvernement restreint, cohérent, plus efficace, puisque le président a stigmatisé la coordination administrative et les querelles individuelles, mais surtout un gouvernement de mission qui serait bien outillé pour doper le cheminement vers l'émergence, puisque le vrai problème est celui-là. En l'état actuel, les chances d'émergence en 2035 seraient compromises. Comment rattraper le gap? Alors maintenant que le président a diagnostiqué le vrai mal, si on peut le dire ainsi, à quoi devrait-on s'attendre maintenant dans les services publics? Quel est l'impact ou alors l'effet que ces discours du président de la République, en mettant principalement le doigt sur l'individualisme, peut avoir sur la qualité des services dans ces différents ministères au Cameroun? Il s'agit, de mon point de vue, de passer à l'action. Le moment du discours, de la pédagogie, nous semble révolu. Désormais, il faudrait aller à l'essentiel, produire de l'action génératrice du développement. Et comment faire? C'est des moyens, c'est des hommes. The right man at the right place. Et il est temps que l'on parle de l'audit des ressources humaines. Peut-on arriver à une conduite efficace, efficiente des politiques publiques sans un choix diligent, un choix pertinent des hommes en charge de les accompagner? Mais alors, cela se nécessite satisfaire de cette administration consommatrice des budgets, cette administration de services, alors que nous sommes dans un contexte d'administration de mission? Voilà la question essentielle. Mais avec les mêmes hommes au même poste, dans les mêmes fonctions, est-ce que cela est possible d'en arriver à cette révolution de la façon de servir le pays? Est-ce qu'on ne devrait plutôt peut-être pas penser à rechanger ou alors à... Pourquoi pas un remaniement ministériel? Est-ce que ça pourrait être une solution? Oui, un remaniement ministériel, mais s'il faut changer les hommes pour les changer, non. C'est davantage les missions, la cohérence de l'action gouvernementale et les moyens. Les ressources humaines sont des moyens. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec vous. Nous devrions nous attendre logiquement à un réchauffement de l'appareil gouvernemental pour relancer la machine. Et de ce point de vue, je le dis encore, le président de la République, dans son discours, a parlé d'incohérence de l'action gouvernementale. Comment faire pour produire plus de cohérence? On a parlé de l'efficacité dans l'action. Comment faire pour que le Premier ministre, par exemple, ne paraisse plus comme le premier des ministres, mais paraisse comme le véritable chef du gouvernement, le véritable homme orchestre? Est-ce que c'est vraiment, vous pensez que cela peut être possible dans le système du gouvernement, du système, dans l'état dans lequel est-ce que nous nous trouvons? Est-ce que c'est possible que le Premier ministre puisse véritablement jouer ce rôle? Mais le Premier ministre en est le chef du gouvernement. C'est une attribution constitutionnelle, ce n'est pas une faveur qui lui est faite. Il se doit d'assumer ce rôle-là. Et je suis parfois assez réservé face à l'attentisme des Camerounais qui attendent tout du président de la République. Mais monsieur le président de la République ne peut faire que son rôle de président de la République. Il ne peut pas se substituer à tous les Camerounais dans l'action. Il appartient à chacun de jouer sa partition à fond. Quand vous êtes chef de département ministériel, mais c'est un pouvoir énorme
qui vous est conférée, non pas parce que vous êtes excellence, mais parce que vous êtes serviteur de la nation, le service public, donc homme d'action. Vous devez produire les résultats conformément aux exigences de votre feuille de route, aux exigences de votre plan d'action prioritaire. Je pense que l'un des points sur lesquels nous fléchissons le plus, c'est celui de l'évaluation. Comment faire pour un suivi, une programmation stratégique efficace, efficiente des politiques publiques mises en œuvre. Comment faire pour qu'il y ait des politiques sectorielles plus cohérentes et que le rendu puisse être évalué tous les 6 mois, tous les 3 mois ou alors tous les ans par des structures crédibles pouvant déboucher, pourquoi ne pas, sur un système de notation qui permet d'évaluer les bons élèves, les moins bons élèves, de corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, est-ce que ce n'était pas une façon peut-être voilée du président de la République en faisant allusion à l'individualisme et que le président fallait plutôt du tribalisme? Je pense que le tribalisme serait réducteur. Je ne crois même pas beaucoup au tribalisme. Je crois davantage à l'égocentrisme des individus. Voyez-vous, un ministre ou un directeur général dans sa région, mais pensez-vous qu'il a envie de voir émerger d'autres personnes capables de le remplacer? Non, il coupera les têtes, il les tranchera, vous comprenez, pour être le seul soleil qui brille. Et c'est ces comportements-là, ces comportements porteurs d'enrichissement individuel, ces comportements porteurs de recherche de gloire et de succès individuel au détriment des autres. Vous voyez ces grosses villas que l'on plante dans des villages où tout autour, nous n'avons que des cabanes. Alors, professeur Léopold Donfart, c'est la dernière question, nous allons sortir par là. Est-ce que vous pensez que dans une société où les uns et les autres sont davantage attachés à leur communauté d'origine, est-ce qu'il serait vraiment possible que l'on puisse se défaire de ce genre, de ce type de comportement? La construction républicaine n'est pas antinomique d'un attachement à la région ou même à l'ethnie. Il s'agit des niveaux d'engagement et de responsabilité citoyenne différents. Mais nous devons nous penser d'abord, quand nous sommes serviteurs de l'État, en tant que républicains. C'est l'interpellation que fait le président de la République. Il ne s'agit pas de nous penser en tant qu'individus, de nous penser en tant que membres de l'ethnie, membres de la communauté. Il s'agit de nous penser en tant que vecteurs de développement dans la République. Merci, professeur Léopold Donfart. Il faut rappeler que vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université de Douala. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et merci de m'avoir invité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Toute l'équipe de production se jette à moi pour vous remercier, tout en vous donnant rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée.